Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant que je vous développe les autres titres de l'actualité, sachez qu'en ce moment même, le président Carter a réuni à Washington son Conseil de sécurité qui doit d'un instant à l'autre prendre d'importantes décisions concernant des sanctions contre l'Iran. En effet, l'administration Carter a appris avec stupéfaction que l'ayatollah Khomeini avait décidé que les otages resteraient aux mains des étudiants islamiques jusqu'à la réunion du Parlement fin mai prochain. Donc tout espoir de voir libérer les otages de l'ambassade américaine, ou tout au moins de voir leur sort immédiat s'améliorer, n'existe plus. Il se pourrait que d'ici la fin de cette édition, nous sachions quelle décision M. Carter a prise. En tous les cas, cette décision de l'ayatollah Khomeini de ne rien changer à leur sort est une défaite morale et politique pour le président de la République, M. Bani Sadr, qui donnait l'impression depuis quelques jours d'avoir obtenu une amélioration importante de la situation des étudiants. On peut craindre de plus en plus que les otages qui sont retenus depuis plus de 5 mois n'en aient encore pour de longues semaines. Autre raison de préoccupation pour l'Iran, la tension avec son voisin l'Irak. Les forces armées iraniennes et les gardiens de la révolution ont été mises en alerte, Téhéran considérant comme un ultimatum de l'Irak le fait que celui-ci exige le retrait immédiat des forces iraniennes des 3 îles situées à l'entrée du détroit d'Ormuz, île que les forces du Shah avaient occupée fin 71 lorsque les Britanniques retirèrent leurs éléments militaires du Golfe Persique. À Cuba, il y a maintenant près de 10 000 réfugiés entassés dans les locaux et les jardins de l'ambassade du Pérou à La Havane. Ils attendent la possibilité de partir pour le Pérou, c'est-à-dire qu'on leur donne un visa d'entrée au Pérou. En effet, Fidel Castro, changeant brusquement d'attitude, a annoncé il y a 48 heures que désormais tout Cubain qui souhaitait quitter son pays était parfaitement libre de le faire, mais encore faut-il que les candidats au départ obtiennent un visa pour pouvoir entrer dans le pays où ils veulent se rendre. Et c'est l'attitude nouvelle de Fidel Castro qui a motivé l'afflux formidable de Cubains vers l'ambassade péruvienne. Alors celle-ci, surprise par le flot de gens, n'est pas en mesure de les ravitailler. L'ambassade attend la réponse du Pérou même pour accorder ou pour refuser les visas. En tout cas, les 10 000 Cubains entassés et qui veulent fuir illustrent la difficulté de l'existence quotidienne à Cuba après plus de 20 ans de castrisme. Édouard Lau. Fidel Castro, l'homme qu'il y a 20 ans devant des foules en délire avait promis aux Cubains l'établissement d'un socialisme dans la joie. Président aujourd'hui du mouvement des non-alignés, un des leaders du tiers-monde qui ne peut plus cacher depuis 48 heures l'échec d'un régime qui n'aura fait que se dégrader au fil des années. L'essentiel de l'aide extérieure soviétique, pourtant renouvelée régulièrement, ne suffit plus à masquer les problèmes économiques. Manque de prévision, échec de tous les plans, à court ou long terme, malade d'une bureaucratie totalement inefficace, les Cubains eux-mêmes ont sans doute contribué à cet échec, refusant le travail par embrigadement programmé par le gouvernement. En 20 ans, la production de canne à sucre est devenue presque inexistante. Les autocritiques des responsables cubains, de Fidel Castro lui-même, ne semblent rien avoir changé. L'instauration de cartes de rationnement n'a fait qu'aggraver le mécontentement d'une population déjà singulièrement traumatisée par les atteintes aux libertés. Depuis 2 ans, dans les prisons de La Havane, de simples délinquants, intellectuels ou opposants, ont pris la place des prisonniers politiques dans les mêmes proportions. Et si dans les premières années du régime de Fidel Castro, ce sont surtout des familles de classe moyenne qui ont quitté le pays, aujourd'hui ce sont de simples Cubains qui sont venus s'entasser dans les locaux de l'ambassade du Pérou à La Havane. Il ne s'agit plus d'une fuite devant le régime communiste, c'est maintenant l'exode pur et simple d'une partie de la population cubaine. En Israël, la nuit dernière, un commando de Fedayeen a pénétré dans le kibboutz de Misgav-Am, situé au nord-est de la Galilée. Le commando venait du sud Liban. Il a pris en otage des femmes et des enfants dans un local où résident des bébés de moins d'1 an et demi. Les autorités israéliennes ont été très fermes, comme toujours, et elles ont fait donner l'assaut contre les 5 Fedayeen qui ont été tués. Un adulte et un bébé ont été également tués parmi les civils du kibboutz, et 11 soldats de l'armée israélienne ont été blessés au cours de l'assaut qu'ils donnaient au commando dont le FLA, le Front de Libération Arabe, a revendiqué l'action. Le kibboutz de Misgav-Am, la forteresse du peuple en hébreu, n'a pu empêcher l'opération du commando suicide palestinien. Les 5 Fedayeen avaient traversé à la faveur de la nuit les lignes de barbelés qui séparent le Liban d'Israël, malgré les mesures de sécurité exceptionnelles prises à l'occasion des fêtes de Pâques.
Ils ont alors occupé le centre d'enfants. Le commando voulait en effet obtenir la libération d'une cinquantaine de militants palestiniens emprisonnés. Mais l'armée israélienne a pris l'habitude de ne pas négocier dans ce genre de prise d'otage. L'assaut a été donné 2 heures plus tard, les 5 membres du commando abattus, un homme et un enfant tués dans la fusillade et une quinzaine de soldats israéliens blessés, dont l'un devait mourir dans la soirée. Les Fédayines se réclamaient du Front de libération arabe d'obédience irakienne qui voulait ainsi marquer le 33e anniversaire de la fondation du Parti Baas au pouvoir à Bagdad et prouver qu'il n'y a pas de frontière sûre pour Israël. C'est la première fois depuis plus d'1 an, depuis l'attaque d'un autobus sur la route Haïfa-Tel Aviv, qu'un commando palestinien parvient à réaliser une prise d'otage après avoir traversé la frontière israélienne. L'opération a mobilisé plusieurs centaines de soldats et l'on s'attendait ce soir à des opérations de représailles de l'armée israélienne contre les camps palestiniens du Liban. C'est dans ce contexte dramatique pour Israël que s'ouvre demain à Washington la rencontre entre les présidents Sadat et Carter. Vous savez que selon les accords de Camp David, signés entre messieurs Carter, Sadat et Begin, c'est la date du 26 mai qui est le jour limite pour trouver une solution à la question de l'autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza. Mais il paraît pratiquement certain, Paul Naon, que cette date du 26 mai ne pourra pas être respectée. Cette fois, Anwar el-Sadat et Menachem Begin iront séparément à Washington et en principe pas de sommet prévu à 3 avec le président Carter. Vous savez que les négociations entre l'Égypte et Israël piétinent depuis de longs mois et butent bien sûr sur l'éternel problème palestinien. On devait se mettre d'accord sur une formule d'autonomie avant le 26 mai prochain, mais Anwar el-Sadat a affirmé que cette date pourrait être repoussée à condition, bien sûr, que le gouvernement israélien fasse preuve de bonne volonté. Avant de partir pour Washington, le président égyptien a fait une proposition. Il suggère que le régime d'autonomie soit appliqué d'abord à Jérusalem-Est et au territoire de Gaza. On verra ensuite pour la Cisjordanie. En fait, il est peu probable que M. Begin accepte une partition de la ville sainte, mais tout se passe un peu comme si le président Sadat avait décidé d'adopter la position la plus souple possible pour démontrer 2 choses. La première, que le gouvernement égyptien est prêt à toutes les concessions raisonnables. Seconde chose, après les 10 mois de négociations entre Israël et l'Égypte, Sadat veut prouver que c'est le Premier ministre d'Israël, M. Menachem Begin, et lui seul qui fait obstacle à la paix en réaffirmant sans cesse le droit pour les Juifs de s'implanter où bon leur semble en Israël, allusion directe bien sûr aux colonies sauvages de Cisjordanie. Le président Carter est en pleine campagne électorale, il doit absolument faire pression sur les 2 camps pour consolider un de ses uniques succès de politique étrangère, avec en toile de fond aussi le rôle que peut éventuellement jouer l'Europe au Proche-Orient si une solution n'était pas trouvée rapidement. Le cessez-le-feu qui vient d'être conclu au Tchad grâce aux bons offices du président du Togo, le général Eyadema, entrera en vigueur demain midi. Mais le chef de l'État tchadien, M. Goukouni, dont les hommes se battent contre les partisans d'Hissène-Habré, n'est guère optimiste sur ce nouvel accord. Hier encore, les combattants s'affrontaient à l'arme lourde dans les rues de la capitale. Et chaque jour, la base française de N'Djamena, située pourtant à l'écart des combats, est un peu plus menacée, comme ont pu le constater nos envoyés spéciaux, Patrick Clément et Jacques Douet. Ces obus explosent à quelques centaines de mètres seulement du périmètre de la base française de N'Djamena. Chaque jour, presque une centaine d'obus sont tirés par les partisans d'Hissène-Habré ou ceux de Goukouni. Chaque jour, les parachutistes français sont encore un peu plus coincés par ces tirs qui, pour la plupart, sont totalement approximatifs. Maîtres, postés tout à fait en bout de la piste d'atterrissage pour en assurer sa sécurité, sont de plus en plus exposés. La situation de leur petit poste, fabriqué de sacs de sable, d'où à la jumelle ils peuvent observer les combats, ressemble de plus en plus à celui d'un fort Chabrol. Les officiers postés à la tour de contrôle qui ont en charge les atterrissages ou les décollages des transals et hélicoptères français surveillent constamment les abords de la piste qui de jour en jour elle aussi est de moins en moins sûre. Cette base, occupée par 1100 parachutistes français, est un curieux mélange de démonstrations de force d'une part et de positions mal assurées d'autre part. Le meilleur exemple en est cette Jeep qui se permet d'aller partout certes, mais avec un drapeau blanc qui rappelle sa neutralité. L'homme qui a la responsabilité de cette présence française à N'Djamena, le voici. C'est un colonel de Légion, il a 51 ans. De l'Indochine à Djibouti, il a tout connu. Tout connu,
sauf une situation comme celle-ci. Un de vos confrères m'avait demandé quelle serait l'attitude et la mission des forces françaises dans un conflit armé entre les tendances. Et j'avais répondu à cette époque que j'observerais naturellement une stricte neutralité et que ma mission essentielle serait certainement d'assurer la sauvegarde et l'évacuation des ressortissants français habitant à Djamena. Cette mission de recueil des Français et de leur évacuation a été pleinement assurée par les forces que je commande. Mais si on vous attaque? Eh bien, si on m'attaque sur mon dispositif actuel, c'est-à-dire dans mes positions actuelles, je serai bien sûr amené à me défendre par les armes. Mais auparavant, j'essaierai naturellement la conciliation avec les personnes qui m'attaquent, de façon à ne pas arriver à l'emploi des armes. Mais en cas de besoin, j'utiliserai mes armes. Comme on vient de le voir, la position du colonel Lardry est de plus en plus difficile. Entre les deux parties qui s'affrontent, il est, comme on le dit dans le langage courant, assis entre deux chaises. Il se contente d'être un arbitre. Il se contente d'être un arbitre au nom d'une politique, celle de la France. Mais bientôt, il devra tenir compte des exigences d'un troisième personnage, le colonel Kamougué. Après Hissénabré, après Goukouni, Kamougué reprend une force importante. Il ne se bat pas à Djamena, mais ses forces contrôlent complètement le sud tchadien. Là-bas, vivent encore 300 Français qui n'ont pas été évacués. 300 Français qui travaillent encore là-bas, mais dont la sécurité n'est absolument pas assurée. Aucun soldat français ne stationne dans cette région. Alors, va se poser le problème de savoir comment, justement, assurer la sécurité de ces 300 Français. Après les congés de Pâques, c'est-à-dire dès demain, vont reprendre les négociations entre l'épiscopat français et le Vatican, et ce pour établir le programme exact de la visite du pape Jean-Paul II en France. Je vous rappelle que le souverain pontife sera à Paris les 31 mai, 1er et 2 juin. L'annonce officielle de ce séjour de Jean-Paul II dans notre pays pourrait avoir lieu dans les tout prochains jours. Antenne 2, en tout cas, fera un effort exceptionnel pour vous permettre de suivre le mieux possible cet événement considérable qu'est la visite du pape en France. D'ores et déjà, sachez qu'Antenne 2 vous fera vivre en direct toutes les étapes du séjour du Saint-Père. La rédaction d'Antenne 2 est déjà mobilisée à cet effet. En mer du Nord, une nouvelle plateforme nommée Henrik Ibsen devait remplacer l'Alexander Kielland qui avait sombré il y a une dizaine de jours, provoquant la catastrophe dont vous vous souvenez. Or, la nouvelle plateforme amarrée dans le port de Davanger, en attendant d'être amenée en pleine mer, s'est inclinée hier soir de 20 degrés. Cet incident, heureusement, n'a pas fait de victimes, mais il cause une grande inquiétude. Jean-Jacques Dufour. D'un seul coup, hier, quelques jours après le drame de l'Alexander Kielland, la plateforme Henrik Ibsen s'est inclinée à son tour de 20 degrés. Heureusement, l'incident n'est pas arrivé au large, mais dans le petit port de Davanger, et c'est sans dommage que les 60 ouvriers qui travaillaient à bord ont pu être évacués. On imagine la même chose en pleine mer par une nuit de tempête. Erreur humaine, défaillance matérielle, selon les premiers éléments d'enquête, il semblerait que le mauvais fonctionnement d'une vanne chargée de contrôler l'entrée de l'eau qui sert de ballast dans l'un des pieds de la plateforme soit responsable de l'incident. Les experts auront donc maintenant à inspecter 2 plateformes hôtelières, celle-ci qui vient de s'affaisser et évidemment l'Alexander Kielland qui devrait être remorqué bientôt. Un remorquage de plusieurs jours car le derrick qui pointe maintenant vers le bas obligera les remorqueurs à faire un détour afin de ne pas endommager le réseau de pipeline sous-marin de la mer du Nord. Washington, 20h10, une dépêche AFP. Le président Carter a décidé de l'expulsion de tous les diplomates iraniens aux États-Unis en raison de l'absence de tout progrès dans l'affaire des otages de Téhéran, apprend-on de sources officielles. Il est 20h13, je pense qu'avant la fin du journal, nous aurons encore d'autres informations à ce sujet. Le long week-end de Pâques se termine, la circulation a été en général assez fluide sur les routes de France, mais les retours ont été certainement plus difficiles. Dans les grandes villes et surtout dans la capitale, il y avait énormément de monde, avec un fort pourcentage d'étrangers. Réjouissons-nous que les beautés de la France attirent toujours autant de visiteurs d'autres pays. En Bourgogne, beaucoup de monde, en Alsace aussi. Sur la Côte d'Azur, on a affiché complet presque partout. Il y avait davantage de visiteurs que l'an passé dans les stations des Pyrénées et 3% de plus de curistes à Luchon. Mais, j'y reviens,
Dans les grandes villes, les touristes ont pu circuler avec facilité, car jusqu'au milieu de cet après-midi, il n'y avait presque pas de voitures. Dans Paris, par exemple, les Parisiens, eux, et les Français en général, étant allés dépenser quelques litres de super à 3,35 pour de longues promenades ou pour la route des vacances. Est-ce que cette véritable ruée sur les routes pour le week-end n'est pas en contradiction avec l'évolution économique? Je pense notamment à la flambée des prix de l'essence. C'est la question, Pierre-Marie Thiabil, que je vous pose. Oui, ça dépend de ce qu'on appelle une crise économique. Au printemps 1930, par exemple, vous pouvez être certain qu'il n'y avait pas beaucoup de New-Yorkais pour partir en vacances, pour la bonne raison qu'ils étaient pour la plupart au chômage. En ce moment, Dieu merci, nous ne connaissons rien de tel en France. Nous avons 1 400 000 demandeurs d'emploi à peu près, et c'est beaucoup, mais les restrictions de budget que s'imposent beaucoup d'entre eux ne se sentent pas tellement dans la consommation d'ensemble parce qu'il y a plus de 22 millions de gens qui travaillent et 54 millions qui consomment normalement. En revanche, ce que nous connaissons en France, c'est une forme de crise économique plus insidieuse, à savoir les prix augmentent régulièrement un peu plus vite que les salaires. Et cela influe sûrement sur la consommation, mais laquelle ? À l'évidence, apparemment, pour l'instant, pas celle des loisirs et de l'automobile. Ce week-end, vous l'avez dit, les hôtels ont affiché complet, les autoroutes aussi, et on sait d'autre part que les ventes d'automobiles marchent bien. Alors, est-ce que le pouvoir d'achat a une tendance à la baisse ou non? Oui, un peu, et un petit peu plus pour les cadres, mais cette baisse se fait en ce moment à l'intérieur d'une marge de sécurité, et cette marge de sécurité, c'est l'épargne. Si vous regardez les comptes des caisses d'épargne en ce moment, vous apercevez que si les Français dépensent toujours autant, en revanche, ils mettent un peu moins d'argent de côté. Autrement dit, pour rester au même niveau, dépenser autant, ils dépensent une partie de ce qu'ils auraient dû économiser, mais on ne peut pas tirer éternellement sur ces économies. Alors, à quel prix de l'essence, à quel prix de l'automobile les Français laisseront-ils leur voiture au garage? Certains experts disent 4 francs, 5 francs. Comment savoir les priorités de chacun, surtout dans un pays où les inégalités de revenus sont si grandes? Ce qui est sûr, c'est que pour les Français abandonnent massivement leurs chères vacances et leurs chères voitures, il faudrait qu'ils n'aient plus le choix, qu'on n'ait plus cette possibilité de jouer sur cette marge de sécurité de l'épargne, et on n'en est pas encore là. Passons au sport. Football, la France a remporté le Festival international junior de Cannes en battant l'Italie par 5-0. Quant au tiercé, ma foi, il y avait, je pense que nous y venons justement, il y avait tiercé à Longchamp, mais d'abord le prix d'Harcourt qui a vu la rentrée de Tritroïkaz, et vous voyez que la jument qui a gagné le prix de l'Arc de Triomphe l'année dernière, qui appartient à Madame Head, elle est entraînée par sa fille Cricket et elle est montée par son fils Freddy. Vous voyez que la jument gagne très facilement, tandis que le marmot, lui, ne finit que 3e. Derrière Gay qui finit, lui, 2e. Quant au tiercé dont les images vont venir, eh bien, il y avait un non partant, le numéro 3, Antevix, à 300 mètres de l'arrivée et assez près de la corde. Vous allez voir Routier avec la casaque jaune, manche bleue de Monsieur Gelb de New York. Le cheval est monté par Kessas, il est entraîné par Secli. Le voici attaqué par là, Chérubin, qui semble le dominer, mais Routier, après le premier poteau, va repartir en pleine piste. Il y aura un léger incident à l'arrivée, un léger tassement. Chérubin sera rétrogradé après enquête officielle, et l'arrivée sera le 7, 14 et 9, c'est-à-dire Routier, Day et Carve Up. L'entraîneur du gagnant, Secli, avait déjà gagné le prix du président de la République dimanche dernier. On vient de nous avertir du PMU que les rapports du tiercé avec un non partant ne tomberaient qu'à partir de 20h30, pas avant. Il y a 10 ans, l'ivoire coûtait 20 francs le kilo, aujourd'hui 600 francs. Vous imaginez la spéculation. En Tanzanie, la police a arrêté 3 suspects à la suite de la découverte de plus de 1300 défenses d'éléphants, c'est-à-dire quelques 3,5 tonnes d'ivoire enterrés dans une forêt du centre du pays. Ce braconnage et le trafic de l'ivoire sont monnaie courante dans de nombreuses régions d'Afrique. C'est au Kenya que Jean-Jacques Dufour s'est rendu pour faire son enquête. Dans la brousse, les braconniers, les trafiquants ne tuent pas pour vivre. Eux, ils tuent pour s'enrichir. Un commerce illicite qui a des conséquences graves pour la faune. Certaines espèces sont en voie d'extinction. Ainsi, en 7 ans, 100 000 éléphants ont été massacrés parce que ces défenses d'ivoire valent 700 francs le kilo. La situation est encore plus grave pour les rhinocéros. Chassés pour leur corne, une corne avec laquelle on fait des manches de poignard au Yémen du Nord et des préparations plus ou moins médicinales ou aphrodisiaques en Asie, il en resterait à peine 1000.
Ian Parker, longtemps responsable du département de chasse au Kenya, a constitué pour le gouvernement américain un énorme dossier sur la situation. Si vous prenez par exemple le cas des rhinocéros, eh bien, les rhinos sont pratiquement en voie d'extinction. C'est la crise. Pourquoi est-ce la crise? Parce que les gouvernements africains ont échoué. Ils n'ont pas réussi à faire respecter la loi et il doit y avoir de bonnes raisons pour cela. Et je ne crois pas qu'on puisse régler la situation dans l'immédiat. Bien sûr, le nouveau président affiche la volonté de lutter contre la corruption. Il a créé des unités spéciales qui patrouillent dans les réserves. Nous sommes partis avec l'une d'entre elles. Mais il faut savoir qu'en Afrique, du petit paysan jusqu'au dignitaire, le braconnage est pratique courante. Certains disent aujourd'hui qu'en Centrafrique, l'empereur Bokassa, par exemple, organisait des razzias avec l'armée. On n'en est pas là au Kenya, mais on constate quand même que les enquêtes s'enlisent souvent. En mars 1979, les douanes ont saisi 4800 kilos d'ivoire et 141 cornes de rhinocéros. Il n'y a pas eu d'arrestation. Mais la corruption n'est pas le seul problème. Il faut aussi faire face aux incursions des troupes de Nyerere qui traînent en Ouganda et qui font parfois des descentes du côté du lac Turkana, ou bien des Somaliens qui font de même dans la région de Tsavo. Mais le principal ennemi des rhinocéros, c'est une tradition qui impose aux Yéménites du Nord d'avoir un poignard dont le manche est sculpté dans la protubérance de l'animal. 80% des animaux qui sont tués le sont pour cette raison. La World Wildlife Fund, association mondiale de défense des animaux, envisage une seule solution. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de transférer les rhinocéros et les animaux en danger dans une zone qui peut vraiment être contrôlée. C'est ce que notre organisation envisage de faire. Car contrôler 34 000 km² de réserve dans la brousse n'est pas chose facile, même si le Kenya est le mieux organisé des pays africains. 40 000 employés s'occupent des parcs, dont 500 effectivement sur le terrain. Au Niger, à titre comparatif, il y a un homme pour 58 000 km². M. Georges Marchais vient de rentrer ce soir d'un voyage à l'étranger qu'il a conduit successivement à Madagascar, au Mozambique et au Portugal. À son arrivée au Bourget tout à l'heure, il a répondu aux questions de Denise Boer. Voici l'une de ses réponses. La France est sévèrement critiquée, ou plutôt la politique de M. Giscard d'Estaing, ce qui est tout à fait différent. La politique du chef de l'État est critiquée par tous les gouvernements qui voient son intervention se multiplier dans les affaires intérieures des peuples, ce qui est le cas, bon, Zaïre, Tchad, Centrafrique, récente décision avec le roi du Maroc, et ces peuples qui veulent leur réelle indépendance, qui veulent mettre un terme au néocolonialisme, ne peuvent pas manquer d'être critiques à l'égard de la politique du président de la République. C'est le premier aspect. Et le second aspect, c'est que, en règle générale, ces peuples, ces gouvernements, y compris ceux qui ont eu à souffrir du colonialisme français, souhaiteraient pouvoir développer avec la France une coopération à la fois économique, scientifique, culturelle et politique, beaucoup plus importante que celle qui a lieu actuellement. Londres est devenue ou redevenue la capitale européenne du théâtre. Toutes les formes y sont présentes et représentées. En voici un exemple avec le théâtre pour enfants qui a été inauguré récemment à Wimbledon, dans la banlieue sud de Londres. Philippe Arroir a passé une journée au Polka Théâtre. Soyez les bienvenus au Polka Children's Theatre. Bonsoir. Un théâtre dont le prince est un enfant. Un royaume conçu pour lui, consacré à lui et animé par lui. Ici, on ne vient pas en spectateur passif. Pour une somme modique, moins de 10 francs, les enfants passent toute la journée dans ce Polka Theatre où ils auront tant de choses à voir et à faire.
Nous pensons dans ces années 80 qu'il y a trop de béton, de verre, de saleté. Nous voudrions que les enfants aient une enfance magique, qu'ils aient de merveilleux jouets magiques, qu'ils entendent des histoires et des contes magiques. Les marionnettes, ce sont eux qui les fabriquent. Alors on commence par leur apprendre le collage. Ils font appel à leur propre imagination, à leur inspiration. L'animatrice n'est là que pour les conseiller techniquement. That's it. All you did was open that one out, did you? No wonder it's working. You see that tip at the back? You have to open this. Do you see? Open it out. L'histoire de la marionnette, il la découvre dans le hall permanent d'exposition. Ce sont des chefs-d'œuvre provenant du monde entier qui ont fait rêver tant de générations d'enfants. Cette fois, cela ne se passe pas au cinéma, ou alors ce sont eux les acteurs. Participer au théâtre, c'est aussi bien connaître son corps, ses expressions, ses réactions. Puis, il faut se tremper dans le monde du mystère, de la magie et du rêve, leur monde à eux, interdit aux adultes. What is your problem and what is your success? Notre succès, c'est que beaucoup d'enfants viennent. Notre idée, c'est qu'ils aient un centre merveilleux, joliment décoré. Tout a été bâti et décoré par nous-mêmes. Ça les rend pleins d'enthousiasme et quand ils reviennent chez eux ou à l'école, ils peuvent faire un très bon travail à partir de ce qu'ils ont vu ici. Une douzaine d'animateurs se consacrent depuis 10 ans à ce théâtre pour enfants. Jusqu'à l'an dernier, ils effectuaient uniquement des tournées en Grande-Bretagne. Depuis Noël, ils ont pu créer ce lieu de rendez-vous permanent grâce à l'aide de l'État et de mécènes éclairés. Le Polka Theatre pour enfants a même trouvé une marraine très active en la personne de la reine-mère Elisabeth. Elle aura cet été 80 ans. Un développement dans cette dépêche de l'AFP en provenance de Washington sur ce que je vous disais tout à l'heure et la décision du président Carter, celle d'expulser tous les diplomates iraniens en poste aux États-Unis. L'ordre d'expulsion a été notifié cet après-midi à l'ambassade d'Iran à Washington où il reste en principe 35 diplomates. Si vous venez de prendre notre émission en cours de route, je vous rappelle que la décision du président Carter a été motivée par le fait que l'ayatollah Khomeini a décidé qu'il n'y aurait aucun changement dans la situation des otages américains de l'ambassade américaine à Téhéran et que, au plus tôt, c'est à la fin du mois de mai, que le Parlement s'en occuperait. C'est un bien curieux printemps que celui que nous vivons. On a l'impression que le temps s'amuse à des paradoxes, il n'est pas le seul. Alors que dans le centre et le nord de l'Europe, le soleil est quelquefois présent au rendez-vous, il fait mauvais dans le sud de l'Europe. En Sardaigne, par exemple, il a neigé. Or, la Sardaigne, c'est au sud de la Corse. Vous voyez? Et voilà qui nous amène tout droit à la météo en France. Pour demain, eh bien, le matin, il fera assez froid sur l'ensemble du pays. Sur la moitié nord, temps nuageux avec pluie. Sur la moitié sud, sauf quelques bancs de brouillard. En Aquitaine, il fera beau. L'après-midi, soleil sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée. Sur les autres régions, nuages par moments abondants avec des averses en plaine et des chutes de neige en montagne. Vent plus fort, surtout sur la mer du Nord et dans la vallée du Rhône. C'est Hervé Claude qui vous donnera les dernières informations de la journée à
partir de 23 heures. Il vous donnera notamment les dernières dépêches en provenance de Washington et les rapports du tiercé que nous n'avons pas encore. Demain, n'oubliez pas Antenne de midi présentée par Patrick Lecoq, avec comme invité d'honneur Sa Majesté le Roi du Maroc, Hassan II, auquel Jean-Pierre Elkabbach, Paul Nahon et d'autres membres de la rédaction d'Antenne 2 poseront des questions particulièrement intéressantes. Vous savez que le souverain vient de passer 15 jours à Paris et qu'il a eu des entretiens qualifiés d'importants avec le président de la République, puis il s'est rendu à Rome pour voir le pape. Et demain soir, eh bien ma foi, à 20h, vous retrouverez ici Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir, merci.